petite musique d'ambiance, c'est terminé. Bien, donc nous abordons la dernière table ronde et je remercie tous les participants qui sont restés jusqu'à la fin sur l'impact écologique des modes de sollicitation. Et je suis très heureuse d'accueillir pour cette table ronde l'un des partenaires fondateurs de la chaire qui n'avait pas encore participé jusqu'à présent aux tables rondes, donc Patricia Fouché, chef du bureau juridique de l'Institut national de la consommation. Je suis ravie d'accueillir Pierre Lequet, qui est maître de conférence à l'Université polytechnique des Hauts-de-France. Comme on l'a dit ce matin, et je tiens à le redire, Pierre Lequet a rédigé la partie du rapport sur cette question de l'impact écologique et nous l'en remercions chaleureusement. Je suis ravie aussi d'accueillir Grégoire Leray, professeur à l'Université de Nice, qui a une double casquette puisqu'il est spécialiste à la fois de droit des affaires et droit de l'environnement, ce qui lui permet d'aborder les interactions. Et Pierre Lequet, oh là là, bon, c'est la fin de la journée. Grégoire Leray a rejoint le comité de chercheurs de la chaire pour que l'on travaille ensemble. Et enfin, Alain Souillot, qui était déjà présent dans les tables rondes de ce matin, directeur juridique de la Fédération du commerce coopératif et associé. Alors avec cette dernière table ronde, nous abordons la question de la finalité environnementale de l'encadrement de la sollicitation du consommateur. Ici, on ne va pas s'intéresser au contenu de la sollicitation. On ne va pas travailler sur des points qui ont été cités ce matin, notamment la question des allégations environnementales. Ici, on va travailler sur le mode de sollicitation et donc sur l'impact écologique du mode de sollicitation, de la façon dont la sollicitation est réalisée. Donc nous allons commencer... Alors, le slide, voilà, par la sollicitation, par l'usage du papier, comme je l'avais indiqué lors de la première table ronde de l'après-midi. La lutte contre les déchets papier s'est concrétisée notamment par l'interdiction de l'impression et de la distribution systématique des tickets de caisse. La chaire a fait un constat plutôt critique sur cette initiative dans la mesure où la restriction drastique des tickets de caisse, de l'usage du papier et de la possibilité de remettre les tickets de caisse, sans attendre l'évolution naturelle des pratiques des différents acteurs, doit être davantage réfléchie. C'est pourquoi la proposition consiste à suggérer de mener une étude globale sur les conséquences écologiques, sociétales, numériques et juridiques des restrictions à l'usage du papier pour l'impression des tickets de caisse dans la perspective de parvenir à un cadre réglementaire plus équilibré. C'est la proposition numéro 52, c'est la dernière. Donc je me tourne vers Pierre Lequet pour te demander, avant qu'on s'intéresse plus précisément à la question des tickets de caisse, si tu peux nous indiquer les autres restrictions à l'usage du papier, à l'égard desquelles d'ailleurs la chaire n'a pas formulé de critique, et ensuite de nous exposer la question plus précise de la réglementation sur les tickets de caisse. Alors, effectivement, le ticket de caisse n'est pas du tout le seul instrument qui a été visé. À l'origine, d'ailleurs, ce qui était le plus visé, je crois, ce sont les catalogues. Donc, c'est ce qu'on appelle la pratique du courrier non adressé, courrier commercial non adressé. Donc, c'est le fait de réaliser une sollicitation du consommateur en envoyant des catalogues ou des prospectus dans les boîtes aux lettres, mais en faisant les ciblages par région ou par secteur, voire même par quartier. Autre type de sollicitation qui a été restreint,
c'est tout simplement le principe de ce bon vieux tract, le tract apposé sur les vitres des voitures. Hein, donc c'est aujourd'hui de la préhistoire. Enfin aujourd'hui, en principe, a priori, tous les acteurs ne sont pas encore au courant. Alors, pour revenir sur le ticket de caisse, ce petit morceau de papier qui fait couler beaucoup d'encre et qui peut-être demain en fera couler beaucoup moins. Alors, il a été inventé aux États-Unis en 1884, à peu près en même temps que la caisse enregistreuse. Ce ticket, il revêt de nombreuses fonctions. Il permet de prouver les achats, de vérifier leur montant, de garder en mémoire les achats, mais également de bénéficier de promotions. On en reparlera tout à l'heure. Il fournit aussi aux clients les informations obligatoires, notamment sur l'identité et les coordonnées du professionnel. Une cinquième fonction est apparue avec les caisses automatiques, c'est de permettre la sortie de la surface de vente. Alors longtemps très populaire auprès des commerçants, autant des commerçants que des consommateurs, sa remise systématique en caisse semble avoir été érigée au rang d'usage. Cependant, le ticket de caisse a été récemment mis sur le banc des accusés. Alors, 2 chefs d'accusation sont retenus. Le premier chef d'accusation, c'est son impact écologique, l'impact écologique cumulé de tous les tickets de caisse papier, puisque par an, en tout cas en France, plus de 10 milliards de tickets papier sont imprimés. Ça contribue évidemment à la déforestation, mais le second chef d'accusation, c'est le fait qu'il est imprimé avec des encres qui sont des substances ou qui ont été considérées comme étant des substances dangereuses, même si le bisphénol A, la molécule incriminée, est de moins en moins utilisée. Alors, c'est l'article 49 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire qui a prévu l'interdiction de l'impression et de la distribution systématique de tickets papier. Alors, le champ d'application, il est assez complexe. Ça vise au premier titre les surfaces de vente dans les établissements recevant du public, les tickets de carte bancaire, les tickets d'automate, ainsi que les bons d'achat et de promotion ou de réduction de prix. Alors, cette interdiction est entrée en vigueur au 1er août 2023. Quelques précisions s'imposent encore. Alors, l'interdiction ne vise que l'impression et la distribution systématique, automatique au client. C'est-à-dire que le client peut encore faire la demande de ce ticket. Il peut y donner son consentement. Mais du coup, les surfaces de vente doivent présenter une information sur la possibilité, donc on rajoute une information précontractuelle en quelque sorte, c'est la possibilité de demander le ticket de caisse. Ensuite, ce n'était pas suffisamment compliqué, il existe 4 exceptions à l'interdiction de l'impression automatique du ticket. Premièrement, c'est l'achat de biens dits durables pour lesquels il existe une garantie légale de conformité. C'est notamment l'électroménager, le matériel informatique ou la téléphonie. Deuxième exception, ce sont les tickets qui sont imprimés sur des instruments de pesage, comme notamment les balances dans les supermarchés. Troisième exception, ce sont les tickets de carte bancaire en cas d'annulation de l'opération. Et quatrième exception, qui n'est pas sans rappeler une relative au RGPD, c'est le ticket qui est remis par des automates et pour lequel on a besoin du ticket pour obtenir un produit ou un service. Dans ce cas, on donne directement le ticket, c'est notamment le cas des tickets de péage autoroutier. Alors, comment apprécier cette réglementation environnementale de l'usage du ticket papier ? En réalité, il n'est pas évident, loin s'en faut, que l'objectif de réduction de l'impact écologique soit atteint. En effet, la suppression de l'impression et la distribution automatique du ticket peut risquer d'aboutir à une émission systématique d'un ticket numérique. Or, l'impact du numérique est encore sous-estimé, ça sera l'objet du dernier débat, donc je n'aborde pas tout de suite cette question. Et d'autre part, il y a un risque d'une mauvaise articulation entre cette distribution systématique du ticket numérique et puis des droits du consommateur sur ses données personnelles. Merci beaucoup. Donc, je me tourne vers Patricia Fouché pour connaître la position de l'INC sur ces questions et notamment sur le fait qu'il faut repenser les choses dans une perspective globale. Alors, merci tout d'abord à Carole et Natacha d'avoir invité l'INC
Et félicitations vraiment pour la qualité du rapport rendu. Alors, ce ticket de caisse, effectivement, il fait parler beaucoup. Alors, juste une petite précision peut-être pour l'auditoire. L'Institut national de la consommation est un établissement public et non pas une association de consommateurs. Donc, je ne me permettrai surtout pas de parler au nom des consommateurs. C'est plutôt vous faire part, d'une part, de nos observations et surtout celle des remontées des consommateurs. Alors, comme M. Lequet l'a indiqué, l'objectif, c'est l'écologie. Donc, interdiction d'impression systématique d'un ticket de caisse, mais le consommateur peut le demander. Alors, la consommation, c'est du concret, hein, vous le savez bien. Voilà, donc un ticket de caisse. Alors, concrètement, j'ai demandé le ticket de caisse, ok. Donc, ça représente, pardon, je cache la marque, ça représente, excusez-moi, jusque-là. Là, c'est vraiment le ticket de caisse. J'ai vraiment bien fait de le demander, parce qu'un article à 8 € m'a été compté 2 fois. Donc, heureusement. Bon, ça, j'y reviendrai juste après. Mais là où c'est incompréhensible pour le consommateur, que je suis et que nous sommes tous, c'est que la moitié, comme vous pouvez constater, hein, c'est vraiment la moitié du ticket de caisse, c'est de la promotion. Donc là, déjà, les consommateurs ne comprennent pas. Ils demandent un ticket de caisse, ils ne demandent pas nécessairement d'avoir de la promotion dont ils n'ont pas forcément grand-chose à faire. Donc le caractère écologique, déjà, pose question. Ensuite, pour faire très simple dans les récriminations qui nous remontent, c'est vrai que le fait de devoir demander n'est pas compris. Bon, certaines enseignes ont plutôt la pratique inverse. Hein, c'est là où une étude, effectivement, est tout à fait intéressante. Certaines enseignes ont donné la consigne de demander systématiquement aux consommateurs, ce qui semble être apprécié. Et d'ailleurs, les associations de consommateurs avaient demandé cette mesure. L'INC, bien évidemment, ne peut être que favorable à un renversement de cette obligation, puisque, comme tout le monde l'a dit depuis ce matin, le consommateur est largement sursollicité en termes d'information. Pour une fois, si on peut lui donner, c'est quand même largement mieux. Surtout quand on fait les courses, on a envie de partir quand même très rapidement. Donc beaucoup d'interrogations sur pourquoi cette suppression finalement, alors qu'il y a quand même souvent des erreurs, hein, quelles que soient les enseignes. Il ne s'agit pas de fustiger l'un ou l'autre, mais à la fois sur les promotions, sur les produits comptés en double, etc. Chercher, pardonnez-moi l'erreur, alors ce sont certains propos des verbatims hein, qui nous remontent. Un courriel, chercher l'erreur. Je ne demande pas mon ticket de caisse pour sortir, mais comme je suis à une caisse automatique, je dois imprimer un ticket, sinon je ne sors pas. Parce que je dois avoir un ticket pour pouvoir sortir. Donc là, le caractère écologique pose question. Donc il y a également de nombreuses questions sur les pratiques qui tentent à imposer aux consommateurs de télécharger l'application. Alors imaginez, vous allez chez 4 distributeurs différents en 15 jours, vous avez 4 applications. Et comme nous disent un certain nombre de consommateurs, bon, qui d'abord n'ont pas nécessairement de smartphone, premièrement, et deuxièmement, qui peuvent avoir des smartphones obsolètes, il va falloir changer de téléphone pour pouvoir télécharger les applications, pour pouvoir avoir les tickets de caisse. Où est le caractère écologique, hein, je vous fais une synthèse des verbatims. Et enfin, pour être très rapide, comme M. Lequet l'a indiqué tout à l'heure, et ce sera le sujet de tout à l'heure, autant la mesure a priori est relativement bien comprise, on nous dit tout le monde doit faire un effort sur l'écologie, mais finalement, si je dois recevoir ces informations via un email, n'est-ce pas aussi polluant que du papier? Et puis enfin, bien sûr, de grandes interrogations sur la question de l'utilisation des données personnelles, étant précisé que même si la CNIL a parfaitement cadré la pratique, je mets au défi parmi vous, hein, puisqu'on a lancé quelques petits sondages, d'avoir demandé donc l'envoi du ticket par voie numérique. Avez-vous été clairement informé sur notamment la finalité de la collecte? Je pense que parmi vous, enfin j'espère en tout cas, personne ne l'a été. Donc il y a une vraie problématique et en synthèse, bien évidemment, une excellente étude sur le sujet est éminemment souhaitable. Merci. Patricia, merci. Donc, je me tourne vers Alain Souillot pour connaître, on a parlé des enseignes, hein, précisément, la position de la FCA sur cette proposition, hein, et les conséquences concrètes des restrictions à l'impression des tickets de caisse pour les réseaux de distribution. Alors, oui, juste pour aller dans le même sens, hein, en fait, c'est un sujet qui n'est ni un sujet demandé par les consommateurs, ni un sujet qui est demandé par les entreprises.
il faudrait quelqu'un autour de la table ronde qui protège l'environnement, qui défende la protection de l'environnement pour, pour essayer de contre-argumenter ce qu'on dit. Parce qu'en fait, effectivement, le consommateur, il a besoin d'un ticket pour prouver son acte d'achat, pour protéger ses droits, pour pouvoir sortir du magasin, pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et le commerçant, il y a le vol à l'étalage, il y a la lutte contre le vol, il y a l'idée de communiquer des remises. Là, en période de Noël, on dit vous revenez le 11 décembre, vous aurez droit à 30% de réduction si vous revenez. Donc ça sert aussi à relancer le consommateur qui est passé dans le magasin. Donc il y a effectivement un usage du ticket qui peut aussi disparaître s'il n'y a plus de tickets. Alors, sur les effets pour les commerçants de ce dispositif, c'est vraiment, passez-moi l'expression, mais c'était une usine à gaz à mettre en place, parce qu'on a effectivement un principe, comme l'a rappelé Pierre Lequet, avec la possibilité pour le consommateur de demander une impression, donc on n'est pas une interdiction systématique, donc il faut prévoir la possibilité d'imprimer sur demande. Et après à ça, il y a les 4 exceptions qui ont été évoquées. Et à l'intérieur des exceptions, ce qu'il faut imaginer, c'est que en fait, les produits qui bénéficient qui rentrent dans l'exception, c'est-à-dire qu'ils doivent, parce qu'ils sont soumis, ils rentrent dans la garantie légale, du coup, l'impression doit se faire de manière automatique sans demande. C'est aussi une liste exhaustive qui figure dans un décret. Sauf qu'en fait, tous les produits bénéficient de la garantie légale, mais tous ne sont pas dans ce décret. Donc il faut paramétrer les appareils, les logiciels de caisse, pour savoir si, lorsqu'un produit passe à la caisse, il rentre ou pas dans la case « je dois être imprimé ou pas ». Sachant qu'on n'achète pas forcément un produit un par un. Donc dès qu'il y en a un des produits qui rentre dans cette liste, le ticket sort. Donc effectivement, ça peut devenir très compliqué. Imaginez que ça concerne tout le commerce. Ça ne concerne pas que la grande distribution, donc c'est tous les petits commerçants, les logiciels de caisse, etc. Donc c'est vrai que techniquement c'est compliqué. On a encore une fois été accompagné par la DGCCRF qui a fait une FAQ pour apporter des précisions. Et notamment des éléments très souples, utiles pour gérer le problème du client qui ne prend pas de ticket et qui n'a pas de smartphone, qui n'a pas de ticket dématérialisé. Comment on fait quand il va sortir du magasin pour prouver qu'il a bien acheté? Là, la FAQ donne des espèces de petites consignes, les vigiles, les caméras, revenir à la caisse pour vérifier les actes d'achat, etc. Enfin, c'est un peu essayer de trouver des solutions, mais on voit que c'est quand même pas très pratique comme situation. Après, juste un bémol par rapport à ce qui était évoqué, je ne pense pas que ça conduise à un élargissement massif du ticket dématérialisé sous forme de mail. Justement, la CNIL a travaillé là-dessus et a rendu des éléments assez précis où elle préconise le recours au QR code. C'est en fait plutôt qu'envoyer un mail au client ou lui envoyer un SMS sur son téléphone portable, donc on récolte la donnée, et donc ça là, effectivement, il y a un sujet RGPD. Le QR code, on ne collecte aucune donnée, et c'est tout de suite immédiatement en caisse, et le client reçoit un ticket sur son smartphone, et il n'y a pas de conservation de données du client, on ne sait pas qui c'est. Donc il y a quand même des solutions techniques qui permettraient de dématérialiser la communication du ticket de caisse sans trop conserver de données personnelles. Voilà. C'est le client qui passe son téléphone pour avoir le QR code. Il n'a pas besoin de communiquer des données. C'est une option. Après, on nous avait aussi évoqué, j'en discutais avec Cédric Musso, qu'il faut parfois avoir du Wi-Fi dans le magasin. Mais il n'est plus à la table ronde. Voilà, et que ça n'est pas toujours le cas. Il est toujours là, en fait. Très bien. Donc, oui, Patricia, tu veux rajouter quelque chose? Non, je voulais juste rajouter effectivement 2 points. C'est que dans le nombreux témoignages qui nous remontent, ce sont les personnes qui n'ont pas de smartphone, ou qui n'ont pas effectivement toutes les problématiques de connexion. Et puis, vous avez indiqué effectivement le QR code. Bon, jusqu'à présent, on l'a très peu vu en fait. Ça va se mettre en place. C'est tout nouveau. Ouais. Voilà, oui, c'est vraiment tout nouveau. Donc voilà. Et je peux rajouter aussi un point sur justement ce que vous évoquiez sur les exceptions. Le décret prévoit toute une liste pour laquelle le ticket, excusez-moi, c'est la fin de journée. Le ticket doit être remis. Mais nous avons fait l'exercice article de sport obligatoire. Vous achetez une paire de baskets pour courir,
c'est un article de sport. Sauf qu'en fait, a priori, on s'est posé la question de savoir si ça entrait dans les exceptions, donc avec remise obligatoire. Donc là, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il n'y avait pas l'habillement, donc, alors qu'il peut y avoir des problématiques de garantie légale de conformité sur l'habillement, les chaussures, etc., etc. Donc en fait, je suis consommateur, je vais caricaturer un peu. Si j'achète un vélo sportif, un article de sport, on va me remettre le ticket. Si j'achète une paire de chaussures pour pratiquer mon sport, je n'aurai pas nécessairement de ticket. Alors moi, consommateur, il va falloir que je réfléchisse en disant, bon, peut-être ai-je une garantie légale. Donc là, on va me remettre le ticket. Ah oui, non, mais peut-être pas. Donc en fait, je demande le ticket. Donc nous, la consigne qu'on a tendance à donner pour le moment, c'est demander systématiquement votre ticket de caisse pour éviter d'avoir d'une part, effectivement, la problématique des emails, en attendant pour le moment. Voilà, parce qu'il y a trop encore de questions. Alors, c'est une mesure qui date du 1er août, donc il faut effectivement que tout le monde puisse se l'approprier aussi. Alors, je crois qu'avant de passer la parole à Grégoire Leray pour avoir son point de vue, Grégoire, ton point de vue, et comme ça, après, Philippe Guillermin interviendra. Donc, sur cette difficulté, finalement, à concilier tous ces enjeux. Merci Natacha. Chère Natacha, chère Carole, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Alors j'arrive en toute fin de journée, un peu comme un passager clandestin, il faut que je vous le confesse, parce que je n'ai pas travaillé à l'élaboration du rapport qui est discuté aujourd'hui. Donc j'ai un regard tout à fait extérieur qui ne porte finalement que sur une seule des propositions nombreuses qui ont été formulées dans celui-ci. Nous travaillerons avec Garance Catalano à la prochaine session c'est pas demain, c'est pas demain, mais tout de même, je dois dire que je suis un peu, je ne regrette pas d'avoir accepté, mais un peu impressionné par le travail qui nous attend quand je vois vraiment l'ampleur de celui que vous avez fourni dans le présent rapport. Alors, pour te répondre plus contextuellement, il se trouve que cette proposition, elle présente une nuance qui est assez rare lorsqu'on réfléchit à des sujets de transition écologique. Et donc il faut vraiment, je crois, apporter un regard bienveillant sur celle-ci. Vous savez, l'objet de votre proposition, c'est de nous dire qu'il est urgent d'attendre, qu'il est urgent d'avoir davantage de recul par le biais d'études sur le sujet du véritable avantage. Là, je vais d'ailleurs m'exprimer au nom, c'est très prétentieux, mais je vais considérer exclusivement l'intérêt environnemental et pas les autres, même si, bien entendu, il serait tout à fait contre-productif de n'avoir un regard que en faveur de l'environnement dans ce sujet-là, mais pensons simplement à l'avantage, sous l'angle de l'environnement, de la fin du ticket papier, du ticket de caisse en format papier. Le rapport souligne une étude très intéressante de Mediapost de 2021, je crois, qui nous dit la chose suivante. Sur 16 indicateurs qui comparent l'empreinte environnementale du ticket de caisse en format papier et du ticket de caisse en format électronique, en fait, sur les 16 indicateurs, il n'y en a que 15. Il y en a 15 en faveur du ticket papier. Si on considère que la filière papier est une filière relativement bien maîtrisée, sous l'angle du sourcing, sous l'angle ensuite du retraitement du déchet. Si on adopte un regard qui est celle de cette étude, du berceau à la tombe, un regard d'économie circulaire, un regard selon l'empreinte environnementale et pas seulement selon l'empreinte liée à la production, l'empreinte liée au retraitement, etc., il y a là effectivement un avantage qui semble assez net, finalement, et peut-être paradoxalement, ça peut sembler contre-intuitif, pour le ticket papier. Alors, est-ce que cela doit condamner la transition vers une autre forme de ticket de caisse ? Je ne le crois pas, et je crois qu'il est absolument nécessaire de continuer l'exploration que vous proposez en ce sens. Merci beaucoup pour ces éléments qui sont importants, effectivement. Alors, est-ce que le micro est arrivé jusqu'à Philippe ? Et sinon, je prête mon micro. Ah.
Philippe Guillermin pour le Bureau du droit de la consommation de la DGCCRF. Ah bah, je te prête le mien, je peux m'en passer une minute. Juste pour apporter quelques petites précisions concernant la... Alors c'est vrai que c'est une disposition dont on a hérité, si je puis dire, quand on était chargé de mettre en musique. Alain Souillot le rappelait. Effectivement, non, mais là on est sur un sujet où on voit bien que les considérations environnementales sont justifiées en quelque sorte l'adoption de cette mesure. Je ne sais pas si effectivement, tout ça c'est venu par amendement, hein, c'était dans des conditions un petit peu particulières, et je crois qu'effectivement les effets de cette mesure en termes environnementaux, disons, restent à mon avis à déterminer, et je crois qu'effectivement ce serait bien de s'y pencher. Non, le souci surtout, c'est qu'on est là sur un sujet où il faut quand même marier alors l'aspect environnemental, si tant est que les effets de la mesure soient positif pour l'environnement, ce qui effectivement reste peut-être à démontrer. Surtout qu'on est, avec cette mesure, il y a aussi des aspects consuméristes, si je puis dire, et surtout la nécessité quand même de prendre en considération les besoins d'information et de protection des consommateurs. Et là, on voit bien qu'il y a un décalage, si je puis dire, entre l'effet recherché par cette mesure et les besoins exprimés par les consommateurs. Et on a bien vu, lors de l'élaboration de ce texte, et Alain Souillot, je pense, peut en témoigner, des difficultés qu'on a eues à circonscrire, si je puis dire, le principe et à prendre en considération quand même les intérêts des consommateurs. Au premier chef, c'est d'abord qu'effectivement, pour nombre de produits, le ticket de caisse, c'est la seule preuve d'achat dont disposent et gardent les consommateurs, et ce qui est quand même pas totalement négligeable. Alors effectivement, après, vous avez des produits relativement élaborés pour lesquels il y a des bons de commande, des contrats, etc. Mais pour beaucoup de produits de consommation courante, le ticket de caisse, c'est la seule preuve d'achat qui va être, entre guillemets, conservée, parfois pas très longtemps, c'est vrai, par le consommateur. Il y a la question effectivement de la vérification d'erreurs, éventuellement de caisse. Et si vous n'avez pas le ticket de caisse, c'est quand même un petit peu compliqué, hein. Et puis il y a surtout la problématique de la garantie légale de conformité. Alors c'est vrai qu'on pourrait considérer que on a essayé, si vous voulez, de prendre en considération les produits, ou les familles de produits plutôt, pour lesquels la question de la garantie légale de conformité nous apparaissait essentielle, si vous voulez. Bon, ce qui fait qu'effectivement, on peut s'étonner que certaines familles de produits apparaissent, d'autres non, que parfois les familles en question, on ne sait pas trop ce qu'on doit être dedans. Patricia l'évoquait à propos des chaussures de sport. Donc c'est vrai que c'est un dispositif dont on a bien conscience qu'il est relativement imparfait, hein. Et je pense qu'effectivement, je ne sais pas, je ne veux pas m'engager au nom des pouvoirs publics, hein, mais d'abord, c'est une mesure qui a été différée, hein, dans sa mise en œuvre dans le temps. Alors en plus, ça tombait avec la reprise de l'inflation, ce qui était quand même pas très très bienvenu. Donc voilà, il y a toutes ces considérations-là qui, à mon avis, devront être prises en compte pour, le cas échéant, réfléchir à la pérennité de cette mesure. Rien n'indique à ce stade qu'elle sera remise en cause, hein. Moi, je n'ai pas d'informations particulières sur le sujet. Mais voilà, c'est vrai que c'est un dispositif quand même qui peut paraître insatisfaisant à beaucoup d'égards, compte tenu de tout ce qui vient d'être dit. Merci beaucoup, Philippe. Au moins, on ne s'est pas trompé sur cette proposition. Alors, la question une autre question importante sur l'impact écologique des modes de sollicitation, c'est sur la consommation énergétique de la sollicitation par la publicité lumineuse. La consommation d'énergie d'un écran publicitaire de 2 mètres carrés s'élève à plus de 2000 kWh par an, ce qui est proche de la consommation moyenne d'un ménage français pour l'éclairage et l'électroménager. Donc, c'est dans une perspective d'économie d'énergie que le législateur s'est saisi de l'encadrement de la sollicitation du consommateur par les publicités enseignes lumineuses. Et cet encadrement, c'est Pierre Loquet qui va nous le rappeler.
Alors, effectivement, les publicités lumineuses consomment de l'énergie et c'est à ce titre, c'est la crise énergétique, crise écologique et puis crise géostratégique parce qu'on est de plus en plus dépendant de nos voisins pour notre approvisionnement, notamment en hydrocarbures. Donc, ça pose problème, il faut faire des économies d'énergie. Alors, l'équilibre, il se trouve dans le Code de l'environnement, plus exactement dans des dispositions qui sont à cheval avec le droit de l'urbanisme. Il y a un équilibre à trouver entre la lutte contre les pollutions lumineuses et les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression, parce que la publicité relève notamment de la liberté d'expression, mais aussi la liberté du commerce. Alors pour bien comprendre l'objet de la réglementation, on va rappeler quelques petites définitions assez techniques. Alors la publicité lumineuse, c'est une publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Et cette source lumineuse, elle est artificielle et elle comprend des lampes ou des luminaires avec des systèmes de gestion individuels ou collectifs qui permettent d'en moduler le fonctionnement, notamment, et ça sera très important pour la suite, leur extinction à distance et leur allumage. Donc ça, c'est la publicité lumineuse. Elle se distingue de ce qu'on appelle aujourd'hui la publicité dite numérique. Et ici, petite précision, parce que l'expression tend à confondre publicité diffusée sur Internet et publicité sur des écrans. Alors la publicité dite numérique au sens des écrans, elle nous vient, alors elle est en pratique, elle est dénommée par l'acronyme anglais DOOH ou Digital Out of Home, numérique en extérieur. Alors, quelles sont les innovations relativement récentes sur les publicités lumineuses et publicités dites numériques? Alors, première innovation, c'est l'article 17 de la loi Climat et Résilience qui transfère aux maires les pouvoirs de police relatifs à la publicité extérieure, alors qu'auparavant, c'était une compétence partagée entre le maire et le préfet. Aujourd'hui, c'est le maire qui a la compétence exclusive. En principe, l'installation de publicité lumineuse est soumise à autorisation. Mais attention, elle ne peut pas être autorisée dans les petites agglomérations. Alors, que faut-il entendre par petite agglomération? Ce sont les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. La publicité lumineuse est également soumise à des normes techniques d'intensité et d'efficacité. Toutefois, ne sont pas soumises à autorisation les dispositifs qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence. Ne sont pas non plus soumises aux normes d'efficacité énergétique les publicités qui sont notamment dans les aéroports ou dans les gares. Alors, comme Mme Sophanor-Brouillot l'a rappelé, la deuxième nouveauté, c'est la généralisation de l'obligation d'éteindre les publicités lumineuses entre 1h et 6h du matin. Ça a été fixé par un arrêté du 5 octobre 2022. Alors, l'avancée est sensible parce qu'auparavant, cette obligation ne pesait que sur les unités urbaines de moins de 800 000 habitants. Donc maintenant, c'est, entre guillemets, France entière. Alors, la règle est sanctionnée par une contravention de 5e classe. La troisième innovation, qui est également issue de la loi climat, ça réside dans la possibilité pour l'autorité compétente de réglementer les publicités et enseignes lumineuses qui sont situées dans les vitrines. Alors, en effet, le maire ou le président d'établissement public de coopération intercommunale peut édicter des règles supplémentaires, des règles qui vont au-delà de la réglementation nationale pour venir limiter la surface, la consommation d'énergie et la prévention des nuisances lumineuses qui sont émises par la publicité dans les vitrines. Mais pour ce faire, il faut un règlement local de publicité, qu'on appelle vulgairement dans le jargon un RLP, règlement local de publicité. Alors, il faut souligner que la latitude laissée au pouvoir de police en la matière ont fait l'objet de vives discussions, mais je crois que c'est M. Souillot qui est le mieux placé pour en parler. Exactement. Comme ça m'évite de poser la question. Très bien. Alors, oui, donc effectivement, la réglementation est complexe entre les publicités, la vitrine, les enseignes, etc., comme vous l'avez très bien rappelé. Il y a eu effectivement la loi climat qui a fait évoluer les choses après sous forme de décret concernant les règlements locaux de publicité.
Et donc la question, c'est, en fait, nous, je dirais, il y a eu plusieurs choses qui sont passées en fait dans les débats avant d'arriver à ces résultats. Ces résultats qui, du coup, sont, à mon sens, à peu près équilibrés par rapport aux différentes contraintes qui se sont opposées dans les débats. C'est pour ça que la chaire n'a pas formulé de proposition. Je pense que vous l'aurez compris, mais enfin, en fin de journée, je préfère quand même préciser. Exactement. Juste une petite parenthèse, c'est d'abord l'idée de voir un petit peu d'où ça part. C'est qu'on parle de... Il y a deux choses en fait, deux finalités qui se poursuivent. Il y a la finalité, je trouve que les mots sont intéressants. On parle de pollution lumineuse ou de nuisance lumineuse. Donc ça, c'est la question de la protection du cadre de vie. Ça existait bien avant la loi climat. Et cette question, à cette question s'ajoutent des phénomènes plus récents qui concernent le sujet du bas carbone, la sobriété énergétique, la réduction de la consommation d'énergie. Donc on a deux finalités différentes. On a le cadre de vie et l'environnement. Et la notion de pollution lumineuse, de nuisance lumineuse, quand intellectuellement on prend un peu de recul, il y a quand même un petit caractère subjectif dans l'utilisation des termes pollution et nuisance. Je dirais, à partir du moment où on va considérer qu'un éclairage n'est pas utilitaire, est-ce qu'il est forcément considéré comme une nuisance à partir du moment où il n'est pas utile? Je pense aux illuminations de Noël. Voilà, c'est pas une... Est-ce que c'est une pollution lumineuse, etc. Donc il y a quand même un aspect comme ça voilà, il y a déjà un parti pris dans la réglementation elle-même sur cette question de protection du cadre de vie. Alors pourquoi je fais cette parenthèse? Parce qu'en fait, dans les débats dans le cadre de la loi climat, lorsqu'il s'agit de donner aux maires un pouvoir pour réglementer la taille des surfaces dans les vitrines, en fait, des choses comme ça, tout au début, ça allait bien plus loin. Il y avait vraiment, il s'était même posé la question de savoir si une vitrine d'un commerce était pas considérée comme illégitime en soi. C'est-à-dire, c'était la question, poser la question même de l'utilité d'une vitrine en termes de pollution. En termes de, voilà, il y avait cette notion-là de remise en question finalement du métier de commerçant. Donc là, on n'était plus du tout dans un sujet environnemental. On était vraiment dans un parti pris lié au fait de dire la vitrine a un caractère d'attractivité du consommateur, donc ça va le pousser à l'achat, donc ça va susciter à la consommation. Et là, c'était, à mon sens, ça allait un peu trop loin dans les débats. Et donc, du coup, il a fallu rappeler des évidences, pour nous en tout cas, mais évidemment, on n'est pas neutre, je représente les commerçants. Mais il a fallu rappeler des évidences, c'était que la vitrine, c'est l'élément qui capte l'attention, effectivement, c'est sa vocation, mais c'est aussi l'identité de la marque, l'identité du professionnel, l'identité de l'enseigne. C'est l'endroit où vous allez présenter votre offre, où vous allez pouvoir informer le consommateur sur le produit, etc. etc. Donc c'était un petit peu aller beaucoup trop loin, mais le texte finalement n'a pas du tout suivi cette voie. Il est vraiment resté dans un schéma purement environnemental, c'est-à-dire réduire les consommations d'énergie. On peut aussi signaler que les panneaux numériques dernier cri sont beaucoup moins énergivores, justement, parce que c'est aussi dans l'intérêt des professionnels de réduire les consommations d'énergie. Donc là, les intérêts économiques et environnementaux se rejoignent. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de proposition particulière sur ce sujet de notre côté. Oui, effectivement. Grégoire, ton point de vue sur la question peut-être ? Alors je trouve ça très intéressant que le rapport ait soulevé cette question-là, parce que c'est vrai que les liens entre consommation et environnement sont souvent perçus dans la législation française et européenne depuis quelques années sous l'angle du contenu. On parle des allégations environnementales, on vérifie que les entreprises sont en mesure d'attester de la réalité des allégations qu'elles font en la matière, et on pense assez peu au contenant, c'est-à-dire au support. C'est pour ça que je trouve très intéressant d'avoir pensé à ce dont on parlait tout à l'heure, ce dont on parlera après, la question aussi énergétique en lien avec la publicité lumineuse. Je trouve ça très, très, très sain, et j'en reparlerai peut-être en conclusion tout à l'heure si j'en ai le temps. Il me semble que cette question-là, de la nuisance environnementale de la publicité lumineuse, ce n'est pas une question nouvelle. C'est pas une question nouvelle, elle remonte au moins à la loi Grenelle, à la loi Grenelle 2, il me semble. Il se trouve que le hasard des choses a fait qu'en 2011, j'ai été au ministère de l'Environnement dans une équipe en charge de la rédaction de décrets d'application de la loi Grenelle 2.
on avait rédigé un décret très ambitieux sur la publicité extérieure et les enseignes lumineuses. Décret qui, d'ailleurs, dans l'esprit de la loi Grenelle 2, décret qui a été revu à minima après un déjeuner à l'Élysée. Voilà, vous pouvez très bien imaginer qui a pu. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un très fort lobbying en la matière pour défendre l'intérêt des publicitaires. La France, un des malheurs et des honneurs aussi de la France, c'est d'accueillir et d'héberger le leader mondial de la publicité. Donc on se doute bien que sur la question en particulier des écrans, il y a des tensions politiques assez fortes. Pourtant, Natacha l'a dit en ouverture, la consommation moyenne, alors peut-être, effectivement, je me fonde sur un rapport de l'ADEME de 2020, la consommation moyenne d'un écran publicitaire, c'est l'équivalent de la consommation annuelle d'un ménage français. Si on retranche, je crois, le chauffage, je sais plus. Il faut retrancher le chauffage. Voilà. Mais tout de même, c'est colossal, c'est absolument colossal. Ces panneaux, d'ailleurs, on parle de la consommation annuelle, hein, ces panneaux ont une espérance de vie de 8 à 10 ans, je crois, donc évidemment, c'est une catastrophe écologique. Voilà, c'est évident. Ceci dit, y a-t-il la volonté politique de s'affranchir de la publicité lumineuse ? Non. Et je viens d'expliquer, je l'ai vécu de l'intérieur, qu'il était très délicat de heurter frontalement cet intérêt-là. Le décret dont je vous parlais, dans sa première mouture, il s'agissait d'interdire les 12 mètres carrés, les 3 sur 4, les grandes publicités qui gâchent les zones périurbaines. Il s'agissait de se poser la question du déploiement ou pas, parce que je crois que ça doit dater à peu près de 2011, le déploiement de ces écrans. Il s'agissait de limiter drastiquement la publicité sur bâche. Voilà, tout ça, on le voit, il suffit d'aller dans Paris aujourd'hui pour voir que tout cela n'a eu absolument aucun effet, qu'un décret à minima d'application de la loi Grenelle 2 sur le sujet de la publicité extérieure avait été adopté. Donc il y a la nécessité tout de même de légiférer avec une marge de manœuvre extrêmement faible en la matière. Mais sans être partisan, ce que je pense tout de même, c'est qu'il y aura une volonté politique de légiférer. Pourquoi ? Parce qu'il faut replacer les choses il faut voir les choses en grand angle. Il faut avoir une vue holistique de ce qui est en train de se passer en matière énergétique. L'État, en principe, nous sommes à un moment vraiment un tournant. L'État n'a plus, quand je parle de l'État, j'évoque le législateur en général, l'exécutif et le législatif, mais l'État n'a plus le choix. Pourquoi il n'a plus le choix ? Parce que vous savez, comme moi, quels sont les engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Vous savez ce que le juge interne en fait. L'administration a été condamnée à plusieurs reprises en la matière, affaire Grande Sainte, l'affaire du siècle. On sait que la marge de manœuvre du législateur en matière énergétique est de plus en plus faible. Elle est scrutée par la société civile et par le biais d'associations militantes. Elle est scrutée aussi, donc, par le biais des associations, par le juge administratif. Si je me borne exclusivement à l'ordre interne, et on pourrait parler de l'ordre international aussi. Donc il y a évidemment des choses qui vont changer, et le détail, on pourrait avoir l'impression qu'on parle de détail, on est en train de parler des 12 milliards de tickets de caisse qui sont imprimés par an, on est en train de parler des quelques, je ne sais pas de chiffres, centaines, quelques milliers d'écrans et d'affichages lumineux sur le territoire national. Cela reste du détail. Mais cela n'est pas inutile parce que tous les secteurs, évidemment, de la vie économique française sont concernés par ces nécessités d'être moins gourmands en matière énergétique. Patricia, une petite réaction ? Oui, c'est une réaction, extrêmement rapide. C'est que, comme vous l'avez dit, Monsieur le professeur Lauré, tout le monde doit contribuer. Il y a une campagne de communication qui dit pour économiser l'énergie, on agit, on réduit, chaque geste compte. L'ensemble des acteurs doit contribuer à cette transition écologique et pas simplement la faire surporter sur les consommateurs. Voilà, c'est juste une réaction rapide. Dernier aspect, de cette journée, de cette table ronde et de cette journée, la question de la consommation énergétique de la sollicitation numérique. C'est une question dont on parle beaucoup et en réalité, on se rend compte que la loi du 15 novembre 2021 qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique tend essentiellement à faire prendre conscience aux utilisateurs de cet impact environnemental.
et elle contient finalement assez peu de mesures concrètes pour limiter la consommation d'énergie. Pourquoi elle contient peu de mesures concrètes? Parce qu'un certain nombre de dispositifs qui figuraient dans la proposition initiale ont été abandonnés. Donc, Pierre, je vais te demander de nous présenter ces dispositifs qui ont été retirés, mais il y a quand même des dispositifs qui figurent dans la loi et qui pourraient, il faut quand même qu'on termine sur une note positive, qui pourraient aboutir à des résultats concrets dans l'avenir. Donc là aussi, je te laisse la parole. Merci Natacha. Alors effectivement, on assiste à mon sens à une sorte de fuite en avant. Au nom de la protection de l'environnement, on incite à la dématérialisation des modes de sollicitation du consommateur, et pourtant l'impact écologique du numérique est loin d'être neutre. Prenons un exemple extrêmement concret. Le budget publicité numérique au premier trimestre 2022, c'est 2 milliards d'euros. Le budget imprimé papier non adressé n'est que de 100 millions d'euros. Donc il y a un transfert d'investissement en la matière. Mais l'impact de la publicité sur Internet n'est toujours pas directement encadré par la loi. Évidemment, on pense au cloud, on pense au nuage, mais derrière tout cela, il y a des réalités très concrètes. Il y a des centres de données, des data centers, qui sont des espèces de grosses usines qui consomment évidemment beaucoup d'énergie, mais surtout beaucoup d'eau pour leur système de refroidissement. De plus, pour être consulté, la publicité diffusée sur Internet nécessite des terminaux, par exemple un téléphone ou un ordinateur, qui consomme lui-même de l'électricité. Alors, le secteur du numérique est responsable de 10% de la consommation nationale d'électricité, soit 2,5% des émissions de CO2. Ce dernier chiffre pourrait se hisser à 6,7% si aucune mesure n'était prise, et serait donc en contradiction avec nos engagements internationaux. Alors, aucune règle n'encadre pour l'instant la manière dont l'information est véhiculée sur les réseaux informatiques Internet. Alors, il y a bien une proposition qui a été formulée, et c'était la suivante. Il s'agissait d'interdire le lancement automatique des vidéos publicitaires, autres que celles précédant le visionnage d'une vidéo sur une plateforme en ligne. Pour le dire simplement, vous êtes en train de lire votre journal préféré en ligne, et à ce moment-là, sont lancées automatiquement des vidéos pour des voitures, ou que sais-je encore. Eh bien, ce n'est pas interdit, ce n'est toujours pas interdit. Alors, une loi a tout de même été promulguée, la loi du 15 novembre 2021. Alors, ce texte prévoit l'élaboration, c'est un texte programmatique qui prévoit l'élaboration de documents qui doivent servir de point de départ pour une réglementation future. On est vraiment dans le prospectif. Il s'agit en réalité d'initier un dialogue entre les autorités de régulation, celle des communications électroniques et le CSA d'une part, et puis l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie d'autre part. Alors, ce dialogue porte sur l'amélioration de la connaissance de l'impact écologique des services numériques et également sur la proposition de normes de soft law pour les réduire. Donc, 2 documents ont très récemment été rendus publics. Alors, le premier date de juillet 2023, mais n'a été diffusé sur Internet qu'au mois de novembre. C'est une recommandation relative à l'information des consommateurs sur la consommation d'énergie et l'équivalent en gaz à effet de serre de la consommation de données, qui est liée à l'utilisation des services de télévision et de vidéo en ligne. Pour simplifier, l'objectif à terme, c'est qu'à chaque fois que vous regardez des vidéos, que ce soit à la télévision ou en ligne, vous ayez un petit macaron, une petite affichette avec la consommation d'énergie que cela demande. Alors, la recommandation, elle initie 2 mouvements. Le premier, c'est l'élaboration d'une méthodologie commune de calcul de l'impact environnemental et de la consommation d'énergie, puisqu'à l'heure actuelle, personne ne calcule les émissions de la même manière. Deuxième idée, c'est d'élaborer un bouton sobre en énergie qu'on pourrait actionner sur sa télévision ou sur son ordinateur. Mais là encore, c'est de la pure soft law, c'est de la RSE, des engagements volontaires. Alors,
Le second document a été publié au mois d'octobre 2023. C'est le référentiel général sur l'éco-conception des services numériques. Alors, très brièvement, hein, éco-conception, qu'est-ce à dire? C'est l'intégration, tout simplement, des caractéristiques environnementales dans la conception du produit en vue d'améliorer sa performance environnementale tout au long de son cycle de vie. Alors, dans cette perspective, le référentiel poursuit plusieurs objectifs. On peut citer, entre autres, l'allongement de durée de vie des terminaux, mais également, et ça c'est très intéressant, la sobriété face aux stratégies de captation de l'attention. Ben oui, parce que les fameuses dark patterns, elles utilisent beaucoup d'algorithmes, parfois même, peut-être demain même, de l'intelligence artificielle, et donc elles seront d'autant plus gourmandes en données et donc en énergie. Et puis, troisième élément, eh bien, c'est la diminution des ressources informatiques mobilisées pour diminuer la consommation énergétique. Donc le programme est ambitieux, hein, c'est indéniable, mais le législateur apparaît ici plus que jamais dépendant de la technique, des ingénieurs et des informaticiens. Merci pour cette présentation très claire. Alain, est-ce que vous trouvez qu'il y a une cohérence dans cette réglementation? Alors, cohérence, je ne sais pas. Je pense que effectivement, il faut à mon sens, considérer que la transition écologique, ça concerne tous les pans de l'activité humaine. L'idée, c'est pas d'opposer le papier au numérique, mais plutôt de s'interroger sur les impacts écologiques de chaque univers. Donc, effectivement, peut-être qu'au niveau du numérique, il y a encore des choses à faire, particulièrement au niveau de l'éco-conception. Si on fait une analogie, par exemple, avec le commerce physique que je connais mieux, il y a eu l'acte 1 de la sobriété énergétique, il y a eu l'acte 2 de la sobriété énergétique avec Agnès Pannier-Runacher qui a lancé comme ça un mouvement auprès des professionnels pour justement trouver des solutions, inciter à la réduction de consommation d'énergie. Et ça a marché. Il y a eu des chiffres qui ont prouvé qu'il y a une vraie baisse de la consommation juste parce qu'on a baissé la température, parce qu'on a fermé les portes ou qu'on a ouvert les portes en été, etc. Donc, mais on s'est adressé aux décideurs, c'est-à-dire à ceux qui décident des actes de réduction. Dans le cadre du service numérique, ce n'est pas le consommateur qui va choisir de recevoir des mails. Et donc, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué de compter sur le volontariat, sur la bonne conscience de chacun pour réduire l'impact écologique des services numériques. Et là, peut-être que l'intervenir sur la conception même du service, c'est peut-être plus efficace que de demander à chacun de faire un effort. Alors c'est pas du tout dans les travaux de Lécher, mais moi je me dis en tant que consommateur à titre personnel, si j'avais une petite case où je pouvais cocher quand je commande sur Internet, je ne souhaite pas connaître la vie de mon colis, je ne souhaite pas recevoir 15 mails à chaque fois pour savoir où est-ce qu'il est passé à chaque étape, si on pouvait juste avoir cette possibilité de ne pas recevoir 15 mails sans le demander, ça fait partie de la conception du service. Comment on pourrait appeler ça? Il y a le conception by design, l'environnement by design. Patricia pour l'INC, puis après je passerai la parole à Grégoire pour conclure. Pardon. Non, c'est à toi. Les deux éléments sont très complémentaires, c'est-à-dire l'éco-conception, puisque comme vous l'avez dit, effectivement, là les consommateurs n'ont pas d'impact sur ces sites internet. L'éco-conception, oui, bien sûr, et puis ensuite nécessité d'informer le consommateur avec des campagnes d'information, etc. Mais à la condition, pour éviter, comme ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, un effet déceptif, parce que si l'on demande des efforts aux consommateurs, il faut qu'ils soient sûrs et certains que ces efforts vont aboutir à une diminution de la consommation énergétique, comme on le voit chez nous par rapport à différents systèmes qui peuvent être mis en place. Et là, M. Souillot l'a clairement énoncé, ça nécessite d'abord que tout le monde se mette d'accord, si tant est que ce soit possible, sur ce qu'est la consommation énergétique, combien coûte l'envoi d'un mail, le téléchargement, etc., etc. Tant qu'on n'aura pas l'ensemble de ces données-là, difficile de convaincre le consommateur de faire des efforts. Grégoire, le mot de conclusion. C'est toujours délicat d'avoir un public captif et de laisser le micro à un universitaire, parce que j'ai envie de vous dire beaucoup de choses, mais on a presque bien tenu les délais. Pour une fois, c'est moi qui étais la mauvaise élève. Mais
Un mot, je crois que ce que Pierre a évoqué, les travaux de l'ARCEP en ce moment sur l'identification d'un standard, d'un référentiel général de l'éco-conception sont absolument fondamentaux. Alors il est trop tôt pour avoir un recul sur le sujet puisque la consultation publique, je crois, s'achevait il y a quelques semaines seulement. Donc nous verrons, il faut le suivre. Pourquoi est-ce fondamental ? Parce que la question de l'empreinte environnementale du numérique, elle est finalement assez récemment saisie par les pouvoirs publics. En atteste le fait qu'elle n'a les honneurs de la loi que depuis le 15 novembre 2001. Il faut avoir en tête, et là aussi ce sera une conclusion très rapide sur les liens entre le rapport et la question environnementale, il faut avoir en tête que nous sommes à l'aube de l'élaboration de nombreux standards en matière de comportement attendu des entreprises en matière environnementale. Et on manque pour l'instant de standards. Dans d'autres sphères, comme les questions de devoir de vigilance que vous avez sans doute croisées, on impose aux entreprises un certain comportement sans savoir véritablement ce qui est attendu, étant donné qu'il n'y a pas de décret d'application, étant donné que même en l'état des discussions européennes sur le sujet, il n'y a pas assez de détails attendus pour véritablement sortir les entreprises de l'insécurité juridique. Et j'en finirai peut-être justement sur ce sujet. Il y a, excusez-moi, en matière environnementale, un droit qui révèle sans doute ce que la science juridique peut faire de plus laid. Nous ne tranchons pas, le législateur ne tranche pas et contraint les entreprises à l'autorégulation sans véritablement avoir de standards bien définis à suivre. Il reviendra au juge de fixer ces standards à l'avenir, sauf si des décrets d'application suffisamment précis sont adoptés en matière de consommation, en matière d'allégations environnementales, davantage que ce qu'on a aujourd'hui, en matière de devoir de vigilance, je le disais. Or, les juges sont en train de se structurer en la matière. Il y avait samedi dernier le premier colloque de l'Association des magistrats judiciaires pour la justice environnementale. Et justement, à cette heure-là, il est nécessaire, je crois, qu'il y ait des rencontres comme celle d'aujourd'hui entre praticiens, entre avocats, entre universitaires, pour essayer d'identifier la manière dont on peut sécuriser la situation des entreprises qui doivent adopter un socle normatif qui est évolutif, très difficile à saisir, singulièrement en matière de numérique et en matière environnementale. Et je crois que c'est notre privilège à nous, universitaires, d'être payés pour avoir le temps de penser à ces sujets-là. Donc voilà, je n'en dirai pas davantage. Merci en tout cas, chère Natacha. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette conclusion qui va ouvrir peut-être sur de nouveaux travaux de la chaire, mais bon, je ne dévoile rien pour l'instant, on verra. Je voulais tous vous remercier infiniment, remercier déjà Grégoire, Nathalie Martial-Braz, Pierre Lequet, Anne-Sophie Chaunet-Grumaldi qui se sont associés à nous pour cette journée. Remercier infiniment tous les partenaires de la chaire sans qui ce rapport n'aurait pas pu avoir lieu, et remercier aussi la Fondation de Cergy. Carole, je n'ai oublié personne. Remercier l'Extinso, oui, on a tellement de remerciements pour la prochaine publication, notre partenaire, et évidemment Philippe Guillermin et Marie-Paul Benassi qui a dû partir pour leur prestigieuse présence d'aujourd'hui. C'était vraiment un grand honneur. Et puis merci infiniment au public qui est resté jusqu'à la fin, et puis peut-être aussi aux participants à distance que je tiens également à remercier très chaleureusement. Et puis je remercie aussi Ronan Bretel qui nous a aidés tout au long de nos travaux en sa qualité de post-doctorant. J'ai pas fini remerciement. Je remercie aussi les étudiants du master droit de la consommation et des pratiques commerciales, le meilleur master en France en quelque sorte. Voilà.